Alors pour ce premier numéro, on va parler de Sorry to Bother You de Boots Riley et de Polar de Jonas Åkerlund qui vient d'arriver sur Netflix. Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice. I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. Alors l'année ciné commence assez fort avec Sorry to Bother You de Boots Riley, puisque c'est probablement l'un des meilleurs films de 2019 et c'était même un des meilleurs films de 2018 puisqu'il est sorti en juillet dernier aux États-Unis et qu'il a fallu un peu plus de 6 mois pour arriver en France. On a même cru que ça n'arriverait jamais. Je mets d'emblée un avertissement pour les personnes qui penseraient qu'il ne faut pas mêler divertissement ou art et politique, parce que là vous allez être servi avec ce film. Et en même temps, je me dis que si c'est le cas, c'est peut-être pas plus mal de savoir maintenant que ce podcast sera pas fait pour vous sur le long terme. Donc, désolé. Donc, Sorry to Bother You, c'est le premier film de Boots Riley, qui est un rappeur et un producteur américain à l'origine, qui a grandi dans une famille plutôt tournée militant en droits sociaux et qui a forgé son caractère à partir de ça. Il écrit, il réalise et surtout il s'offre un casting de ouf puisqu'il a Lakeith Stanfield qu'on a pu découvrir depuis à peu près 2 ans dans Atlanta, qui était la grosse révélation de la série selon moi, qu'on a pu aussi voir dans Get Out, qui a joué Snoop Dogg dans Straight Outta Compton, et on lui pardonnera, mais il me semble qu'il a aussi joué dans l'adaptation Netflix de Death Note, du coup, désolé pour lui. À ses côtés, on a entre autres Tessa Thompson, la Valkyrie de Marvel Studios, qu'on a aussi vu dans Creed, Westworld ou Annihilation en début d'année dernière. On a Steven Yeun, le Glenn de Walking Dead. On a Armie Hammer, Danny Glover, Patton Oswalt, David Cross. Ces deux derniers apparaissant pas à l'écran, mais jouant des voix pour un doublage un peu particulier sur le film. On va en revenir là-dessus tout de suite. Donc de quoi ça parle? Eh ben ça part comme une comédie puisque le principe ça parle de Cassius Green, le personnage de Stanfield, et petit ami du personnage de Tessa Thompson qui s'appelle Detroit dans le film, qui galère dans la vie, qui n'arrive pas à trouver sa place et qui n'a surtout pas d'argent et aimerait bien en gagner un peu, et qui postule dans une entreprise de démarchage téléphonique et est embauché à peu près directement, et finit par devenir un employé de talent quand le personnage de Danny Glover lui apprend à parler avec ce qu'il appelle sa voix de blanc, ce qui marque à peu près le début du moment où le film part en couille, puisque c'est là que ça part dans un surréalisme total, au sens le plus strict, et voilà, que le personnage se met à parler avec une voix de blanc et enchaîner les ventes beaucoup plus facilement que s'il parlait avec sa voix de noir. Derrière tout ça, vous aurez compris que ne se cache pas une simple comédie, mais une satire sociale assez grinçante et particulièrement inventive sur l'Amérique d'aujourd'hui et la place de chacun dans la société, et particulièrement la place des Noirs américains dans la société. Le talent de Boots Riley sur le film, il est multiple et il se retrouve à plusieurs niveaux. On a d'abord la forme qui emprunte de surréalisme tout le long du film, avec des situations et des éléments très cartoonesques qui viennent se placer un petit peu partout, de façon plus ou moins subtile au début, un peu moins subtile sur la fin, mais toujours très fluide, et surtout toujours avec un sens et un message à porter, ce qui fait qu'on accepte tout très facilement, que ça nous aide à comprendre ce que veut dire le réalisateur, et voilà, que ça nous permet d'accepter un dernier tiers du film qui part dans quelque chose de totalement what the fuck et qui serait beaucoup moins acceptable si le film avait été mis en image par quelqu'un d'autre, ou si le film n'avait pas été introduit dans les 2 premiers tiers sur la façon dont il a été introduit. À côté de ça, c'est un film très intelligent socialement. On sent que le sujet est mûri du côté de Boots Riley et qu'il a peut-être même mis un peu toutes ses cartouches, tout ce qu'il avait à dire sur sa société dans son premier film, comme s'il considérait que peut-être ça serait son premier et son dernier film. C'est déjà un projet somme en soi de ce qu'il avait à dire, et c'est ça qui rend le film encore plus fort. Enfin, dans le sujet, le piège, si je puis dire, qu'a évité Boots Riley, c'est de ne pas en faire un film strictement communautaire. Au contraire, il entrelace habilement une problématique communautaire d'un côté et une problématique sociétale plus large de l'autre, avec une lutte de classe. La partie communautaire, elle est assez vite développée dans le film avec le personnage de Danny Glover qui, à travers l'explication de la voix de blanc, vient nous expliquer en quelques lignes la notion de privilège et nous montrer en quoi vivre en tant que blanc aux États-Unis
ou dans notre société moderne, c'est à des années-lumière de vivre en tant que membre d'une minorité. Et, euh, et c'est développé un peu plus loin, particulièrement sur la communauté noire, dans le fait que, au final, toute ascension sociale reste virtuelle tant que les mentalités n'ont pas changé et tant que les stéréotypes associés aux couleurs de peau n'auront pas sauté. À côté de ça, le film développe toute une vision plutôt pessimiste, à raison, de la lutte des classes et du système capitaliste dans lequel on vit, où chacun se voit attribuer un scénario auquel il est censé coller sans jamais avoir le droit de sortir des rangs, parce que sinon ça fait tomber tout le système. Et monter dans la hiérarchie n'est permis que pour mieux aider ceux d'en haut à contrôler ceux d'en bas. Se révolter en bas, ça n'a aucun impact sur ceux qui sont en haut, mais pourtant ça a un impact important sur ceux qui sont en bas. Et donc, c'est des concepts assez simples, mais montrés de façon assez brillante dans le film, de sorte que on n'a même pas besoin de surinterpréter quoi que ce soit, ça nous est jeté au visage. Et je crois que le plus triste, c'est l'idée que tous les messages, même les plus purs, les messages de lutte, les messages de résistance, sont au final immédiatement détournés pour en faire des messages qui s'alignent avec la société de consommation et avec l'esprit capitaliste de nos sociétés. Et dès le début, on voit que Cassius a un cas de conscience sur qu'est-ce qu'il va devenir, en quoi il va laisser une trace dans l'histoire. Et on oppose à ça l'idée qu'il n'a pas besoin de se poser la question, qu'il a juste à effectuer ses tâches et que c'est les instances supérieures qui vont s'occuper de ses problèmes. C'est du coup un message assez cynique, mais plutôt retentissant avec notre société. C'est d'autant plus retentissant que le film a le malheur de sortir 6 mois plus tard qu'aux États-Unis. Il arrive dans une période de gilets jaunes et assez ironiquement, il nous montre en quoi la violence d'État et la violence policière est utilisée pour préserver les intérêts capitalistes. Et c'est assez dur au final de constater ça au moment où on le voit à la télé tous les jours. Alors le film ne porte pas que ces messages, il en porte d'autres sur la déshumanisation, sur la compromission personnelle. Je ne vais pas tout vous spoiler. Sachez juste qu'il y a beaucoup de messages, mais tout est très organique, rien ne déborde, tout fonctionne bien ensemble. C'est vraiment un bon gros projet somme qui tient la route. Et je peux que vous conseiller d'essayer d'aller le voir. Alors malheureusement, c'est un film en France qui a été jugé trop de niche et qui est très peu distribué, c'est assez dur de le voir. Par contre, notre bonheur dans tout ça, c'est que du coup, il n'a pas été traduit. Les distributeurs le diffusent en VOST et je vous conseille de toute façon de regarder ce genre de film en VOST parce que je pense que beaucoup de choses se perdront en traduction. Et sachez juste que si vous n'arrivez pas à trouver une salle, bah, il est sorti en juillet aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il est depuis octobre ou novembre disponible en Blu-ray ou DVD, pas sur Amazon.fr parce que forcément le film n'est pas encore sorti, mais sur Amazon.com vous le trouvez très facilement. Voilà. J'aime la vie ici. Ça me rend vraiment sereine. Moi aussi. Vous êtes pas originaire du coin? Non, j'ai pris ma retraite. C'était quoi votre job? J'étais dans les pompes funèbres. Ah, Alors là où Sorry to Bother You a galéré à atteindre quelques salles obscures, Polar, lui, a pris un chemin de plus en plus emprunté en ce moment par les films à petit budget, dirons-nous, c'est la case Netflix, qui permet une visibilité très limitée dans le temps, certes, parce qu'on passe vite à un nouveau film ou à une nouvelle série, et parfois un passage est super anecdotique. Par contre, ça permet une sortie mondiale et simple d'accès assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est Polar? C'est l'adaptation d'un webcomic de Victor Santos, qui est inspiré des films Polar, qui fait que le film boucle une boucle qui n'avait pas forcément besoin d'être bouclée. C'est mis en image par Jonas Åkerlund. Alors, je suis absolument pas sûr de la prononciation, excusez-moi. C'est un inconnu du cinéma, mais pas forcément du monde du divertissement. C'est un Suédois qui faisait autrefois partie d'un groupe de métal, mais qui a surtout, depuis une bonne vingtaine d'années, réalisé pas mal de clips régulièrement primés. Il a fait des clips pour Madonna, Britney Spears, Rammstein, Lady Gaga, Beyoncé, Maroon 5, et j'en passe pas mal. Malheureusement, c'est pas ça qui fait un bon réal de film, mais ça se ressent. Je vous cache pas que moi, ce qui m'a attiré dans le film, c'est d'un côté Mads Mikkelsen dans le rôle principal,
et de l'autre côté Catherine Winnick, la Lagarta de Vikings, qui sont tous les deux accompagnés dans le trio qui compose la tête du film de Vanessa Hudgens. L'histoire c'est simple, c'est le personnage de Mads Mikkelsen qui interprète le Black Kaiser. C'est un tueur à gages qui travaille pour une société qui s'appelle Damoclès, subtil. Lui il est à 2 doigts de la retraite, il a 2 semaines en fait de la retraite je crois, et au moment de sa retraite il va toucher un bon pactole de quelques millions de dollars, sauf que sa société s'évitera quelques dépenses et sera même bénéficiaire de cette somme si jamais il meurt avant les 2 semaines. Donc forcément ils envoient des tueurs à gages à ses trousses, et forcément le film est là pour nous montrer Mads Mikkelsen défourailler des tueurs à gages. Le personnage de Vanessa Hudgens, c'est une jeune femme qui vit à côté de la cabane dans laquelle est partie, la cabane dans les bois dans laquelle est parti en ermite Mads Mikkelsen, et du coup qui devra protéger au moment où il sera attaqué, assez classique. Ça se veut un peu comme un mélange de Léon et de John Wick, mais en beaucoup moins bien réalisé. Mais dans l'esprit, c'est clairement ce qu'ils ont voulu faire. Et de son côté, Catherine Winnick joue l'agent de liaison du Black Kaiser chez Damoclès. C'est à peu près la seule qui a compris que c'est complètement stupide de s'attaquer à lui parce qu'il va tous les défoncer, sauf qu'elle est obligée de suivre les ordres, et du coup elle est là pour essayer de faire en sorte qu'il tombe dans le piège. Le film aurait pu être sympa, et au final il est pas non plus mauvais, il est globalement moyen. C'est juste que ressort l'âme du réalisateur de clips et de l'adaptation de comics. On a des cadrages un peu expérimentaux, des couleurs ultra saturées, des plans qui semblent sortis du comics mais qui n'avaient pas vocation forcément à être vus en mouvement, et surtout une hyper sexualisation à outrance, tout droit sorti des années 90 ou des comics, avec des plans sur des culs à ne plus savoir qu'en faire. Alors certes, on peut invoquer l'origine comics, même si je n'ai pas lu le comics d'origine. J'imagine, vu certains costumes, que ces plans et ces scènes sont globalement inspirés de ça, mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est inspiré du matériel original qu'il fallait en garder les mauvaises idées, j'ai envie de dire. On me sortira peut-être l'argument de la sexualité pour appâter la cible, puisque c'est un peu le cas dans le film, mais c'est que partiellement le cas, et ça aurait pu être fait de façon beaucoup plus subtile et un peu plus classe. Au final, on s'en tire avec un film qui est plutôt bancal, je trouve. Même dans son rythme, on a l'impression d'avoir 1 heure avec une équipe qui au final va disparaître, et pour laisser place à une deuxième moitié de film dans un tout autre contexte. Et tout n'est pas acheté, mais on en retiendra surtout Mads Mikkelsen et les yeux et les tenues de Catherine Winnick, puisque son personnage a la particularité de changer de tenue à chaque scène. C'est un peu le seul concept de son personnage, en plus du fait que c'est la seule qui semble résonner un tant soit peu. Bon alors, je ne sais pas si je vous le conseille. Si vous avez 2 heures à tuer et que vous avez Netflix, ça a le mérite d'être là. C'est à portée de clic, mais n'en attendez pas grand chose non plus. Vous avez essayé de faire tuer le Black Kaiser, et vous kidnappez sa jolie voisine. Payez-le et on sera pas obligé de regarder derrière nous le restant de nos jours. Tu vas avoir besoin de tout ça. Essaye de contenir ta peur. Tu fais des erreurs quand t'as peur. T'avais pas arrêté de fumer ? Je me suis dit que j'en mourrais pas.